Vous écoutez RIG sur le 90.7, tout de suite votre magazine Santé et Société. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nouvelle édition de votre magazine hebdomadaire consacré à la santé. Alors nous poursuivons notre cycle consacré à la santé mentale, une série d'émissions réalisées en partenariat avec le centre hospitalier Charles Perrins de Bordeaux. Aujourd'hui, et dans le cadre de la semaine d'information sur la santé mentale, nous allons revenir plus globalement sur ce qu'est cette santé mentale, ce qui en fait une grande cause nationale. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Florian Porta-Bonnette. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes psychiatre et vous n'êtes pas venu seul puisque vous êtes accompagné, si je ne me trompe pas, du professeur Clélia Quiles. Bonjour. Bonjour. Alors, je le disais, on va parler de santé mentale. Aujourd'hui, on va essayer de définir un petit peu ce que c'est que cette santé mentale dont on entend beaucoup parler ces derniers temps et toute l'année 2025, puisque la santé mentale a été grande cause nationale de cette année. Tout d'abord, je précise que je ne l'ai pas fait. Vous exercez en tant que psychiatre, tous les deux. Et justement, je vais vous poser la première question de cette émission, on va mettre direct les pieds dans le plat. La santé mentale, qu'est-ce que c'est ? Peut-on donner une définition de ce qu'est la santé mentale ? Alors, je commence. Voilà. Je donne la parole au professeur Quiles. Alors, faut distinguer la santé mentale pour comprendre des pathologies mentales. Moi, je distingue bien les deux. La santé mentale, c'est toutes nos émotions, nos comportements, nos pensées qui nous aident à avoir un bon équilibre et un état de bien-être psychologique. D'ailleurs, l'OMS parle de bien-être dans lequel une personne peut réaliser son potentiel et faire face aux difficultés normales de la vie pour pouvoir travailler de manière productive, contribuer à la société. Et donc, c'est pas uniquement l'absence de maladie, c'est tout ce qu'il y a autour pour réussir à avoir un bon équilibre. Et à l'inverse, on a des pathologies psychiatriques qui, là, sont des maladies avec une rupture de cet équilibre, qui sont des maladies qu'on va devoir prendre en charge, soigner, pour lesquelles on peut proposer des soins, des traitements pharmacologiques, des traitements psychothérapeutiques, des prises en charge psychosociales, tout un tas de soins, et donc, voilà, qui sont durables et identifiés. Ça, c'est deux choses, je pense, à distinguer. La santé mentale peut concerner tout le monde. Alors, justement, moi je suis allé faire un petit peu mes devoirs et regarder à droite, à gauche, et j'ai vu que Santé publique France définissait trois types, donc la santé mentale positive, la détresse psychologique réactionnelle et les troubles psychiatriques. Comment alors là, il nous faut une petite explication d'un professionnel. En fait, il y a les deux choses que je disais. Les deux premiers font partie de la santé mentale. La santé mentale, on a plein de facteurs qui permettent de l'améliorer, d'avoir un bien-être quotidien, mais c'est comme la santé physique, ça fluctue. Il y a des fois, on est moins bien, et des fois, la santé mentale est moins bonne. Et c'est ça la détresse qui est le deuxième item de ces trois items. D'accord. Puisqu'on est arrivé à définir cette santé mentale, quel constat dresse-t-on aujourd'hui de la santé mentale dans notre pays ? Alors là, je vais peut-être me tourner et m'adresser au docteur Florian Porta-Bonnette. Oui, merci beaucoup d'abord pour votre invitation ce soir. Nous vivons en matière de santé mentale et de troubles psychiques une époque assez particulière. Depuis la pandémie de la Covid-19, c'est-à-dire à peu près depuis 2020, on observe l'augmentation de certains symptômes, de certaines plaintes dans la population qui sont notamment du registre de l'anxiété et puis d'une certaine morosité. De l'anxiété, c'est-à-dire je suis stressé, je suis préoccupé, je me sens morose, je me sens triste, j'ai du mal à dormir. Un peu plus préoccupant, encore plus préoccupant, je pense à la mort, où j'ai des idées suicidaires. Et donc finalement, on a depuis maintenant quelques années un cortège de symptômes psychiatriques qui clairement sont en augmentation dans notre pays, et d'ailleurs pas que dans notre pays, et cela touche tout le monde, et encore plus largement une frange de la population que sont les adolescents et les jeunes adultes, puisque on a vu une augmentation très franche de ces symptômes, notamment chez les jeunes filles, enfin chez les adolescentes et chez les jeunes adultes, de façon tout à fait surprenante, en tout cas au départ. Donc,
parler de la santé mentale, c'est déjà parler de ça. Et puis, comme le disait le professeur Quiles, la santé mentale, c'est aussi, pour partie, certains troubles psychiatriques, pour le coup très caractérisés, qui existaient bien avant la Covid-19 et qui existent toujours et qui existeront toujours, que sont la dépression. 1 personne sur 5 fait une dépression au cours de sa vie, les troubles anxieux, les pathologies addictives, le trouble de l'humeur bipolaire, entre 3 et 4% de la population, la schizophrénie, 1% de la population, et la liste serait encore longue puisque j'en passe ici beaucoup. Ce qui est important de dire, c'est que on n'a pas aujourd'hui plus de schizophrénie qu'avant la Covid. On n'a pas aujourd'hui plus de troubles de l'humeur bipolaire qu'avant la Covid. En revanche, on a plus de symptômes du registre anxio-dépressif. Alors, si je dois vulgariser, est-ce que ça veut dire, est-ce que je me trompe si je dis qu'on a on a observé une dégradation de la santé mentale des Français? Non, vous ne vous trompez pas. On a en effet globalement une dégradation, mais globalement un sentiment de détresse qui est plus important et que les sondages et les enquêtes montrent bien. En revanche, il faut nuancer un tout petit peu le propos. C'est vrai pour certains symptômes, certains troubles, pas pour tous les symptômes et tous les troubles. Alors, cette santé mentale, on l'a dit, elle a été déclarée grande cause nationale en 2025. Alors, vous, en qualité de psychiatre, qu'est-ce que vous trouvez que ça apporte? Est-ce que ça met en lumière justement des sujets dont on ne parle pas d'habitude? Mais justement, donc ça rejoint aussi un peu la question précédente. Je trouve qu'il y a un paradoxe. Jamais la souffrance mentale a été aussi importante, mais paradoxalement, jamais on en a autant parlé. Enfin, c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle on en parle, mais ça me fait faire le lien avec aujourd'hui. Ce qu'on attend de la grande cause, et c'est de pouvoir parler de la santé mentale, essayer de changer les regards, essayer de déstigmatiser, essayer d'avoir un discours pour que les gens puissent comprendre de quoi on parle, de quoi il s'agit, exactement comme on fait ce soir. Et donc voilà, ça me semble être la priorité. La deuxième, en tant que psychiatre, c'est d'avoir les moyens suffisants pour pouvoir prendre en charge les pathologies psychiatriques, et là les maladies dont Florian parlait, schizophrénie, troubles bipolaires, voilà. Alors justement, les moyens, toute cette partie-là, on en parlera dans un second temps dans cette édition, même dans le 3e temps, puisqu'on parlera des professionnels de la santé mentale qui accompagnent donc les patients. Dans la deuxième partie de cette émission, on va parler un petit peu plus justement des patients, des tabous, de sujets tabous. Est-ce que c'est toujours tabou ou pas de parler santé mentale je sais pas moi, au repas dominical ou pas. Allez, on verra ça dans quelques instants. Toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, Santé et Société se poursuit. Nous sommes, je vous le rappelle, avec le professeur Clélia Quiles et le docteur Florian Porta-Bonnette, donc tous deux psychiatres au centre hospitalier Charles Perrins. Et aujourd'hui, on parle de santé mentale. Je vous le rappelle, santé mentale, grande cause nationale 2025. Et en plus, il se trouve que nous sommes en pleine semaine d'information sur la santé mentale. Alors justement, de l'information, on en donne ce soir. C'est l'objectif de cette émission. Je vais donner quelques chiffres et ensuite, je vous repose des questions. Quelques chiffres clés concernant la santé mentale des Français. D'après une étude de l'assurance maladie, 1 personne sur 4 va souffrir d'un trouble mental à un moment de sa vie. Ça rejoint ce qu'on disait dans la première partie. 23% des Français ont le sentiment de ne pas prendre soin de leur santé mentale. 36% des femmes et 38% des 18-24 ans. Donc là, ça rejoint également ce que vous disiez ce matin, tout à l'heure, dans la première partie, santé mentale qui touche notamment les jeunes, détérioration qui touche notamment cette tranche 18-24 ans. Alors, cette santé mentale, est-ce qu'on est aujourd'hui en capacité de dire c'est terminé, on ne parle plus de méconnaissance, les gens connaissent la santé mentale, ou est-ce qu'on a toujours cette méconnaissance de la santé mentale? Alors très clairement, je vais commencer cette réponse. Très clairement, on part de loin. Historiquement, la santé mentale et les troubles psychiatriques sont bel et bien un sujet ostracisé, tabou, stigmatisé. Le professeur Quiles en parlera. Et donc, nous partons de très loin à ce sujet et de bien plus loin que pour d'autres pathologies, d'autres domaines du soin. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que nous allons globalement dans la bonne direction. C'est-à-dire il y a des progrès considérables aujourd'hui, et sans doute la grande cause nationale y est-elle pour quelque chose, mais pas que. Aujourd'hui, on comprend mieux, la population comprend mieux et connaît mieux ce qu'est la santé mentale. Un des éléments majeurs a été les prises de parole nombreuses d'artistes,
les témoignages. On pense évidemment au livre de Nicolas Demorand, Intérieure Nuit. On pense aussi à Stromae qui, au JT de TF1, chante en direct l'enfer à propos d'idées suicidaires. Et donc, vous voyez, toutes ces prises de parole et l'émission de ce soir et le cycle de vos émissions y contribuent, clairement nous fait aller dans la bonne direction. Donc aujourd'hui, on est d'accord sur le fait de dire que l'enjeu reste majeur, ça reste un enjeu majeur de santé publique, le fait de parler, de débloquer la parole sur la santé mentale, comme vous l'avez dit, ce qu'on fait ce soir et ce qu'on fait de plus en plus dans d'autres médias. Est-ce que pour autant l'accès aux soins a été amélioré ces dernières années ? Alors c'est un grand défi, l'accès aux soins, et effectivement, juste pour rebondir sur la question juste avant, la stigmatisation de la maladie psychiatrique, c'est un frein essentiel, majeur à l'accès aux soins. Et justement, ce genre d'émission, les connaissances autour de la santé mentale et des maladies psychiatriques permet de faciliter un petit peu l'accès aux soins, puisque la maladie est encore extrêmement stigmatisée, et cette stigmatisation, elle est vraie donc pour l'accès aux soins, mais elle est vraie aussi pour le rétablissement des patients, puisque les gens s'auto-stigmatisent, ils intériorisent cette stigmatisation, et ça les empêche, les personnes qui ont des maladies psychiatriques, de se rétablir et d'accéder plus facilement aux soins. Donc en fait, le fait qu'on en parle plus dans ces cercles privés, ça permet d'aller plus facilement vers les professionnels. Oui, je pense. Oui. Assurément, c'est le premier pas. Ensuite, il faut que l'offre de soins et que donc le système de santé français soit capable de répondre à cette demande et à cette demande d'accompagnement. Ça, c'est un vrai sujet pour nous, puisque le fait majeur de ces dernières années est que la demande de soins psychiatriques et d'accompagnement a augmenté énormément, alors que l'offre de soins, elle, est globalement restée stable. De là peuvent naître des difficultés pour nos concitoyens, ce qu'on entend toujours. Je n'arrive pas à trouver de médecins psychiatres, je n'arrive pas à trouver d'accompagnement psychiatrique, et ça, malheureusement, on l'entend tous les jours dans toute la France. Donc en fait, c'est la demande qui a augmenté, et donc du coup, derrière, il faudrait... est-ce qu'on a une crise des vocations ou pas ? On ne parle pas encore de crise de vocation. Non, on a de l'espoir encore. On va pas parler de crise de vocation, mais effectivement, l'accès aux soins reste encore compliqué, et on a aussi des inégalités territoriales extrêmement importantes dans l'accès aux soins. Alors, on reviendra sur les enjeux pour les professionnels de la santé dans la troisième partie de cette édition. J'ai une question que je trouve importante, que j'ai très envie de vous poser, concernant l'évolution de notre société. Alors, on connaît l'évolution avec les nouvelles technologies, on connaît les terrains anxiogènes. Est-ce que l'évolution de la société en elle-même peut être un terrain propice à cette détérioration de la santé mentale telle qu'on l'a décrit depuis le début de cette émission ? Alors oui, moi je pense clairement que ça peut être un des facteurs qui fragilise la santé mentale des populations. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. On est dans un monde qui se transforme vite. Les schémas familiaux, le rapport au travail, les modèles de réussite, tout ça, ce sont des pressions. L'emploi aussi, les difficultés de performance, et puis la précarité. Et on a aussi, je trouve, ce fond anxiogène avec la pandémie, le climat, la géopolitique, les guerres, tous ces facteurs de stress sont des facteurs qui vont faciliter le développement de pathologies et qui vont fragiliser la santé mentale des populations. Oui, et puis on est dans un monde qui est très connecté, hyper connecté, peut-être trop connecté, ça a aussi un impact. Et à l'inverse, peut-être sommes-nous dans un monde qui est moins intégré. Vous savez, avant, il y avait des grands systèmes politiques, des grands systèmes religieux qui nous reliaient à quelque chose de supra et qui étaient un moyen fondamental, finalement, d'explication, vous voyez, voire de rassurance. Ces grands systèmes, qu'ils soient politiques et religieux, à bien des écarts, ils sont en diminution, on croit moins, on s'intègre moins dans ces choses-là, et on est donc face à soi, et peut-être là, y a-t-il aussi une explication en plus de tout ce que vient de dire le professeur Quilles. Alors, vous parliez des nouvelles technologies, peut-être trop connectées, alors qu'est-ce qui va se passer avec l'IA ? Puisque là, on est en plein développement de l'IA, est-ce qu'on doit le craindre ?
Vous avez 1 heure de plus pour cette interview ? Non. Non, en introduction très brève, l'intelligence artificielle aura bien entendu des applications en psychiatrie. Vous savez, il y a déjà des sortes de psybots, donc il y a déjà des sortes de robots d'intelligence artificielle avec lesquels on peut dialoguer. ChatGPT le fait. On a vu les affaires, y compris parfois terribles, qu'il y a ces derniers jours. Donc bien entendu, l'intelligence artificielle va transformer à la fois le soin psychiatrique et sans doute le rapport à l'autre et donc la santé mentale en général. Alors, je voudrais revenir, tout à l'heure, on parlait de l'évolution, on a également parlé de sujets tabous en société. Je voudrais juste arriver à faire le lien entre les deux parce que dans les facteurs de détérioration propices, enfin dans les facteurs, dans le terrain propice à la détérioration, je me demandais si les conflits intergénérationnels pouvaient également influer, parce qu'on sait très bien que la santé mentale n'était pas gérée de la même manière par nos grands-parents que par nous-mêmes. Est-ce que là, il peut y avoir des conflits qui, justement, mettent mal à l'aise et ne permettent pas la communication dans un terrain familial ? Je pense que tous les facteurs de stress sont tout ce qui va contribuer à stresser et à mettre en péril la régulation de nos émotions, nos comportements et nos pensées. Ça va être quelque chose qui va contribuer à détériorer la santé mentale. D'accord. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, moi j'ai été frappé. Nous avions organisé une soirée avec des étudiants, avec des jeunes d'ailleurs, des étudiants et pas que. J'ai été frappé par 2 choses. Premièrement, ils le disent eux-mêmes, la parole sur la santé mentale leur semble bien plus libérée dans leur génération par rapport aux générations antérieures. Et deuxièmement, chez certains, il y avait une forme de reproche vis-à-vis des générations plus âgées. Vous n'avez pas assez pris en compte la santé mentale, on en paye aujourd'hui les frais. Ça m'avait marqué. Très bien. On va passer de l'autre côté du miroir dans quelques instants, dans quelques minutes. On va parler un petit peu de la partie professionnelle de la santé mentale. On va essayer de démystifier peut-être même cette discipline qui a été mal connue pendant de nombreuses décennies. À toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, Santé et Société entre dans sa phase terminale. Nous sommes dans la... Pardon, mauvais jeu de mots. Mauvais choix de mots en tout cas. Dernière partie de Santé et Société et nous sommes toujours avec nos invités, le professeur Clélia Quiles et le docteur Florian Porta-Bonnette, tous deux psychiatres qui ont accepté notre invitation à venir parler de santé mentale avec nous. Alors, on a déjà évoqué pas mal de choses. Hein. Je redonne plus de chiffres. C'est bon, je crois que j'ai donné la dose de chiffres dans la deuxième partie. On va parler sans plus attendre des enjeux pour les professionnels de la santé mentale. Donc on passe de l'autre côté du miroir, non plus le côté patient et côté public, mais bien le côté professionnel. À l'heure actuelle, quels sont les moyens en matière d'accompagnement ou de suivi ? Alors aujourd'hui, moi je commence. Les professionnels de santé mentale travaillent dans un contexte extrêmement tendu et difficile, avec, comme on l'a dit tout à l'heure, des besoins qui ont explosé et les moyens qui n'ont pas toujours suivi. Malgré tout, on essaie quand même de mettre en place énormément de choses avec des professionnels remarquables, notamment sur le centre hospitalier Charles Perrin, puisque c'est là que je travaille et que je connais, avec de plus en plus des équipes mobiles qui se sont créées, des dispositifs de réhabilitation psychosociale, donc des centres référents en réhabilitation, c'est-à-dire qu'une fois que les gens sont rétablis sur le plan, on va dire, des symptômes cliniques, il y a tout le reste après à prendre en charge. Donc ça aussi, on aide à ça. On a aussi les liens privilégiés avec le médico-social pour pouvoir faire face, et puis des plateformes d'écoute téléphonique avec, par exemple, il y a le 3114 qu'on entend parler pour les personnes qui souffriraient d'idées suicidaires, ou alors on a aussi la plateforme sur Charles Perrin, c'est la plateforme Question Psy, qui est une plateforme qui permet d'écoute et d'orientation, d'orienter les personnes dans le bon réseau psychiatrique, le plus adapté. Je peux vous laisser le numéro tant que j'y suis. Allons-y. 0800 71 08 90. C'est un appel gratuit. 0800 71 08 90. Lundi au vendredi, 10h, 17h30. Et là, vous avez des professionnels qui vous orientent vers le réseau le plus adapté, parce que maintenant, il existe quand même, pour répondre à cette demande, des soins assez diversifiés. Alors, est-ce qu'il va y avoir besoin de développer justement cette offre de soins ?
on a toujours besoin de continuer à développer. Oui, la question peut paraître anodine, mais tout ça pour en arriver à dire, est-ce qu'aujourd'hui il y a suffisamment de personnel soignant ou est-ce qu'il va falloir envisager d'en avoir un petit peu plus dans les années à venir? Oui, c'est le vrai sujet du moment. Le personnel soignant en psychiatrie travaille à la fois dans une discipline qui est fascinante, qui est foisonnante, qui est innovante. La psychiatrie est une discipline innovante, une discipline du lien, une discipline de l'humain. Et tout ça, ça en fait autant de raisons de se lever chaque matin, parfois dans des conditions difficiles. Pourquoi les conditions sont difficiles? Eh bien, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le fait absolument fondamental, c'est que lorsqu'on est professionnel de santé en psychiatrie, on a l'impression d'avoir du mal à absorber toute la demande d'accompagnement. On voit des gens qui ne vont pas toujours bien, qui vont même parfois mal puisqu'ils viennent nous consulter et on a l'impression de ne pas toujours pouvoir répondre comme il le faudrait, de ne pas avoir les moyens suffisants pour répondre. Donc oui, il y a une question de moyens, elle est là et elle est claire. Et il y a aussi, il faut qu'on soit sincère, il y a aussi une question d'organisation. Et nous, soignants de la psychiatrie, devons aussi nous poser la question comment, à moyens constants, personne n'aura échappé à l'équilibre budgétaire national, comment, à moyens constants, on arrive à faire mieux, à être plus agile. Voilà, c'est aussi un des sujets. Plus de moyens, oui, et puis peut-être des enjeux d'organisation qu'on doit se poser. Je pense que vraiment c'est 2 points importants. Alors, on a fait le petit zoom sur le centre hospitalier Charles Perrins. Du coup, il me reste 3 minutes pour aborder, pour faire un petit rappel, quand même, un livre qui est paru. Le livre La santé mentale en France, donc qui est paru aux éditions LEH, co-signé avec le docteur Aurélien Vautard, si vous me dites si je me trompe, qui est directeur adjoint du centre hospitalier Charles Perrins. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce livre, puisque vous avez tous les deux collaboré à son édition? Oui, écoutez, donc ce bouquin, c'est un bouquin qui est sorti en effet au printemps 2024, qui rassemble 114 auteurs venus de toute la France, de toutes professions, y compris des proches, y compris des personnes concernées. Et l'idée de ce bouquin, c'est de dire, ok, on travaille dans un secteur, on vit un secteur qui ne va pas toujours bien. Pour autant, il faut penser l'avenir, et il faut penser l'avenir de façon positive, de façon engagée, de façon déterminée. Ce bouquin, il a donc 2 grandes vocations. Premièrement, d'écrire ce que sont psychiatrie et santé mentale aujourd'hui. Quelqu'un donc qui voudrait avoir une vision panoramique la trouvera dans ce bouquin et dans ce travail. Et deuxièmement, placer la santé mentale et la psychiatrie au cœur du débat public. Nous l'avions intitulé, sous-titré « Pour faire de la psychiatrie et de la santé mentale une grande cause nationale ». C'était avant même que Michel Barnier fin 2024 n'en fasse l'annonce, et donc ce bouquin avait vraiment une dimension de plaidoyer important. Et nous avons pu nous doter de contributeurs prestigieux, notamment le professeur Quiles qui est à ma gauche et que je remercie encore pour son travail. Alors il était un petit peu précurseur, ce livre, si je ne me trompe pas. Oui, si je comprends bien. Tout à fait, il traite de exactement tous les sujets qu'on a pu aborder ce soir, avant même qu'on les ait abordés ce soir. Donc oui, un livre précurseur, effectivement, mais un livre aussi qui donne espoir. Je crois qu'on a aussi besoin d'un peu d'espoir et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on a de positif qui va pouvoir se passer dans les prochaines années à venir. Très bien. Alors, j'avais prévu encore plein d'autres questions. Malheureusement, je vais pas avoir le temps parce que dans 30 secondes, on a terminé cette émission. En tout cas, un grand merci à vous deux. Donc, je rappelle, professeur Clélia Quiles et docteur Florian Porta-Bonnette. Merci à vous deux d'être venus dans les studios pour parler avec nous de cette santé mentale, grande cause nationale, on le rappelle, 2025, donc on a encore 2-3 mois de grande cause nationale. Faut en profiter pour en parler. Voilà, vous revenez quand vous voulez, hein, RIG vous est ouvert. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Santé et Société avec de nouveaux invités et une nouvelle thématique.